Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo consacrée à un livre intitulé Gandhi, rédigé par Christophe Bouillet, et c'est sous-titré Parcours d'un citoyen peu ordinaire. Ce livre est très court, hein, regardez, il est pas épais du tout. Il est très facile à lire parce qu'il est bien écrit, hein, pas de phrases alambiquées, et aussi c'est sous forme de storytelling, c'est-à-dire qu'on suit toute la vie de Gandhi, toutes ses péripéties, et du coup ça rend le récit très entraînant. Donc c'est pour cette raison que, au niveau du classement de la difficulté, j'ai choisi de classer entre le bleu et le vert, donc c'est vraiment entre le roman et l'essai. Hein. C'est vraiment un livre très très facile d'accès, d'après moi. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire une fiche de lecture sur ce petit livre, c'est que dans une perspective de lutte politique et de rapport de force politique, l'histoire de Gandhi est vraiment intéressante sur de nombreux points de vue, et c'est pour ça que j'ai envie de la partager avec vous. La perspective qui est adoptée, elle est plutôt favorable à Gandhi, même si on a l'impression que l'auteur du livre a essayé de rester le plus neutre possible, donc c'est une objectivité qui est vraiment intéressante. Alors le premier chapitre de ce livre est consacré à la jeunesse de Gandhi. On y apprend notamment qu'il se marie à l'âge de 13 ans, que son père décède 3 ans plus tard suite à un accident justement survenu lors du mariage. Son père va lentement s'éteindre, ça va beaucoup marquer Gandhi. À la suite de la disparition de son père, les oncles de Gandhi vont désigner Gandhi comme étant le nouveau chef de famille, et du coup devant assumer sa famille. C'est à ce titre qu'il va suivre des études de droit dans sa province. Malheureusement, il va pas réussir à suivre correctement ses études, et suite à la consultation d'un devin, il est envoyé à Londres pour suivre des études de droit. Ce qu'il faut savoir à son sujet, c'est qu'il est de la caste des marchands, donc c'est une caste relativement intermédiaire en Inde, c'est pas la meilleure des castes, mais voilà, c'est une caste intermédiaire, et ça c'est important d'avoir ça en tête, puisque le fait qu'il soit originaire de cette caste, ça va, quand il va mener son combat politique, ça va le faire percevoir par l'ensemble du peuple indien comme quelqu'un pouvant faire le dialogue entre les castes, justement. Sa religion de sa mère, c'est une forme particulière d'hindouisme qui insiste énormément sur le végétarisme, donc le fait de ne manger que des végétaux, et sur le jeûne comme principe de purification, et sur le refus du mensonge. Donc le fait de vouloir faire triompher la vérité, ça c'est au cœur de la religion de la mère de Gandhi qui va se diffuser auprès de son fils, évidemment. Alors, à Londres, Gandhi va énormément s'investir dans les études, il va fuir les rapports avec les Occidentaux le plus qu'il pourra, et le peu de rapports qu'il aura, par exemple, avec des Occidentaux qui pratiquent le végétarisme, etc., à chaque fois, ça le renforcera dans son identité d'Indien, systématiquement. Et ces études, ça va lui donner une bonne connaissance des Occidentaux, particulièrement des Londoniens. Et ça lui servira quand il faudra justement faire le tampon entre la volonté d'indépendance de l'Inde et les exigences des Occidentaux. Alors suite à ces études brillantes qu'il a effectuées à Londres, Gandhi rentre en Inde dans sa famille, ouvre son bureau d'avocat, et son cabinet d'avocat, et il essaye de trouver des clients. Malheureusement, il va y avoir très peu de clients, et la seule offre qu'il va réussir à trouver après de longues recherches, ça va être une offre en Afrique du Sud. Donc, n'ayant pas vraiment le choix, Gandhi décide d'accepter l'offre et de partir en Afrique du Sud. Et là, il va être le témoin, et même la victime d'une expérience qui va le marquer pendant très longtemps, et qui va déterminer son combat contre les inégalités. Un blanc monte dans le train et entre dans le compartiment de Gandhi, qui a obtenu de son employeur un billet de première classe. Refusant de s'installer avec un coolie,
comme les Sud-Africains nomment les Indiens, il fait venir un employé de chemin de fer pour déloger Gandhi et le faire voyager en 3e classe, dans le fourgon. Gandhi refuse de quitter sa place, l'employé le menace et finit par appeler la police. Notre avocat est expulsé du train et se retrouve grelottant sur un banc dans le hall de gare. Un autre événement qui va énormément marquer Gandhi, c'est pas tant un événement, mais plutôt une lecture que va faire Gandhi suite à la recommandation de certains amis occidentaux qu'il avait gardés à Londres. On l'invite vivement à lire Tolstoï, un livre qui s'intitule « Le royaume des cieux est en vous » de Tolstoï, et ça va énormément plaire à Gandhi, le marquer très profondément, puisque c'est un livre qui va parler de la non-violence, et notamment la non-violence issue du Christ, de la religion chrétienne. Ça va énormément l'influencer. Alors étonnamment, les premiers combats politiques de Gandhi vont être menés en Afrique du Sud, et non pas en Inde. Les premiers combats de Gandhi sont les droits de vote des Indiens, les taxes très lourdes sur les fins de contrat, et plus tard le Black Act sur lequel je reviendrai. Donc c'est des choses qui vont mobiliser Gandhi politiquement, et qui vont le faire mobiliser d'autres personnes politiquement. Ce qui est intéressant aussi au sujet de Gandhi, c'est qu'il va pas immédiatement tourner le dos aux Britanniques, puisque les Britanniques ont fait ses études en quelque sorte, donc ils ont encore une certaine influence sur lui, et on va le voir notamment au niveau de la guerre contre les Boers. Les Boers, c'est une communauté de Hollandais qui étaient au nord de l'Afrique du Sud, il me semble, et qui vont s'opposer aux Britanniques, puisque même si leur État se sont retirés, il persiste des colonies de Hollandais qui vont s'opposer aux Britanniques et qui vont vouloir coloniser leurs terres. Et donc il va y avoir un conflit armé au sein duquel Gandhi va s'engager. Il va s'engager en montant une compagnie d'ambulanciers indiens pour essayer de secourir les blessés, et ça va être son engagement auprès de l'armée britannique. Donc il va y avoir quand même une forme d'ambivalence, et de Gandhi qui va vouloir toujours tendre la main aux Britanniques, enfin en tout cas très longtemps, et pourtant aussi se battre contre l'inégalité que les Britanniques eux-mêmes instaurent au sein de leur colonie en Afrique du Sud. Gandhi qui va être à la fois influencé par Tolstoï, par les mésaventures qui va lui arriver, la religion de sa mère, aussi son expérience à Londres, va souhaiter créer ce qu'il va appeler un ashram. Un ashram en indien, c'est le mot communauté. Donc son ashram va avoir trois aspects, c'est-à-dire ça va être une communauté de personnes engagées avec les mêmes valeurs, et ça va être une communauté autonome, c'est-à-dire autosuffisante, qui va produire ses propres vêtements et sa propre alimentation. Donc ça c'est le premier aspect de l'ashram. Au sein de l'ashram, évidemment, parce que ça tient évidemment à cœur à Gandhi, les Européens et les Indiens vivent à égalité, sachant qu'il y a déjà des Européens qui vont être intéressés par l'expérience de Gandhi, et ça va se caractériser le quotidien de l'ashram par des prières, le travail manuel, la méditation, la fabrication du pain et les travaux au champ. En France, il y a toujours des communautés autosuffisantes qui ont ce type de pratique. Alors, à présent, je vais essayer de rentrer dans le détail au niveau du combat politique que Gandhi va mener en Inde, et particulièrement au sujet du Black Act. C'est un projet qui est porté par les Britanniques et contre lequel Gandhi va se battre, et c'est intéressant de voir chaque étape, parce que pour moi c'est quasiment emblématique sur la manière dont procède Gandhi pour résister à une oppression politique. Alors, le projet Black Act voit le jour en 1907, ça signifie la loi noire qui prévoit l'enregistrement de tous les ressortissants indiens en Afrique du Sud. Donc, face à ce fichage en fait de la population indienne en Afrique du Sud, Gandhi va se dresser, et il va mettre en place, ou en tout cas participer à une campagne de résistance. Gandhi lance une campagne de refus d'enregistrement quand ça va devenir obligatoire. Donc ça va être une résistance passive qui va lui valoir d'aller séjourner en prison, donc pendant 2 mois.
Au terme de ces 2 mois, Gandhi va être reçu par le général Juan Christian Smuts. Donc c'est le général qui est en charge de la mise en œuvre de cette loi. Il va lui promettre, il va dire à Gandhi, écoute, j'accepte d'abroger cette loi noire, ce Black Act. En échange, tu vas vendre l'idée de l'enregistrement volontaire auprès des Indiens. C'est la négociation à laquelle parvient Gandhi avec ce général. Il commence à prôner l'enregistrement volontaire, il s'enregistre lui-même volontairement, beaucoup d'Indiens le suivent, et malgré tout, là c'est emblématique, c'est-à-dire qu'il y a des Indiens qui sont extrémisés, qui veulent pas s'enregistrer même volontairement, et qui vont voir ce revirement de Gandhi non pas comme l'aboutissement d'une négociation, mais comme une trahison, et qui vont le battre presque à mort. Et là, ce qui est terrible, c'est que donc Gandhi se fait battre à mort, il survit malgré tout, et là, le général, le Juan Christian Smuts, trahit Gandhi et dit non, en fait j'ai jamais rien promis, la loi de toute façon ça reste une obligation et l'enregistrement volontaire de toute façon vous y êtes obligé. Donc après s'être fait battre à mort, en plus il se fait poignarder dans le dos de manière figurée par le fameux général. Donc Gandhi il est pas content et il lance une nouvelle campagne de tous ceux qui s'étaient fait enregistrer volontairement en brûlant les papiers liés à l'enregistrement volontaire. C'est-à-dire que les gens qui s'étaient fait enregistrer volontairement décident de brûler leurs certificats, leurs papiers, pour montrer qu'ils sont contre cet enregistrement. À la suite de cette provocation, au cours de laquelle Gandhi et tous les Indiens brûlent leur certificat d'enregistrement publiquement, Gandhi va être arrêté, puis relâché, puis réarrêté, puis relâché, et il va finalement partir à Londres pour essayer de mobiliser l'opinion publique internationale en faveur des Indiens en Afrique du Sud. Dans cette continuité, il va fonder un deuxième ashram en Afrique du Sud, qui portera le nom de Tolstoï, la ferme Tolstoï, en signe d'admiration vis-à-vis de Tolstoï, avec lequel Gandhi aura eu déjà des échanges par lettre. Alors, dans ce contexte assez particulier de répression, plutôt que de lâcher du lest pour permettre d'enregistrer les Indiens, le pouvoir britannique va encore resserrer l'intensité en mettant en place de nouvelles taxes, en filtrant l'immigration des Indiens et la réglementation de la circulation des Indiens sur le territoire d'Afrique du Sud, et donc ça va renforcer la tension, et donc pour protester contre ça, Gandhi, qui est donc énormément sensibilisé au principe de non-violence, notamment par l'intermédiaire de Tolstoï, mais pas seulement, c'est-à-dire que c'est devenu un de ses principes, la non-violence. Et donc pour manifester l'opposition des Indiens en étant conforme à ces principes, Gandhi va désigner un premier commando de femmes, dans lequel il y aura sa propre épouse, pour leur demander de passer d'un point A à un point B sans laisser passer. Donc le premier commando de femmes avec la sienne qui transgresse cette interdiction est arrêté et emprisonné, mais un deuxième commando de femmes qui part de l'autre ashram, lui réussit à passer la frontière, donc à ne pas être arrêté, et ils vont rejoindre une mine dans laquelle travaillent des mineurs, et là les femmes vont haranguer les Indiens qui travaillent dans cette mine, et vont les persuader de faire grève pour protester contre les mesures qui sont prises contre les Indiens. Et là, assez étonnamment, les femmes donc du commando envoyé par Gandhi vont réussir à convaincre les mineurs grévistes, les mineurs de devenir grévistes, et donc le pouvoir va décider d'arrêter les femmes, sauf que ça va pas empêcher la grève de se poursuivre. Et alors là, c'est là que ça devient incroyable. Donc Gandhi rejoint les mineurs grévistes, là où les femmes ont été arrêtées, et il persuade la moitié des mineurs
de rejoindre la ferme Tolstoï, donc qui est située dans une autre province, donc transgresser à leur tour l'interdiction de circuler. Et là, ça devient très intéressant. Évidemment, Gandhi, qui a réussi à persuader les mineurs, est arrêté en tant que meneur. Par contre, les mineurs continuent et transgressent effectivement la loi. Ils sont eux aussi tous arrêtés, la moitié des mineurs, donc plus d'une centaine de personnes. Ils sont parqués dans des trains pour être envoyés en prison. Et là, l'incroyable se produit, c'est-à-dire que environ 50 000 Indiens qui travaillaient dans les mines décident de se mettre en grève et convergent ensemble vers le premier ashram de Gandhi, le ashram qui s'appelle Phoenix. Et c'est ça qui est assez merveilleux, si vous voulez, que d'un engagement qui est relativement minime, quasiment individuel, ou qui concerne très peu de gens, par un effet boule de neige et d'interaction, de rapport de force et de non-violence avec le pouvoir, Gandhi arrive à enclencher des dynamiques qui vont finalement, à terme, mettre le pouvoir dans une situation de faiblesse considérable. Donc ça, je trouve que c'est assez fascinant. Évidemment, tous ces mouvements sont suivis de nombreuses arrestations très violentes. À terme, Gandhi sera finalement libéré, plus d'un mois plus tard, et il annonce le début d'une nouvelle marche dès l'année prochaine, et donc il continue à marquer son engagement tant que les Britanniques n'ont pas retiré ces lois qui entravent la circulation des Indiens. Là, quand les mineurs indiens vont vouloir tous se mettre en grève massivement, ils vont être rejoints par les mineurs blancs. Et les ouvriers blancs des chemins de fer, qui sont encouragés par le climat social, vont eux aussi vouloir faire valoir leurs droits, en même temps que les Indiens. Et à ce moment-là, Gandhi, voyant que finalement le pays va être bloqué, paralysé, suite à ces revendications sociales, décide, pour des raisons éthiques, de ne pas profiter de la situation et de suspendre la campagne. Alors Machiavel, dans son bouquin intitulé « Le Prince », évoque le fait qu'un prince, un meneur d'hommes, doit toujours se comporter à la fois comme un lion et un renard, c'est-à-dire à la fois montrer sa force et faire valoir sa force dans un rapport de force pour montrer qu'il doit être craint, et à la fois se comporter de temps en temps comme un renard, c'est-à-dire préférer la ruse pour éviter de consommer trop son énergie dans des choses qui en valent pas la peine. Et ce qui est amusant, c'est que Gandhi va jamais s'inscrire dans cette perspective-là, c'est-à-dire qu'il va vouloir toujours être extrêmement transparent, extrêmement conforme à son principe de non-violence, et même surtout quand il va se retrouver en position de force, il va se retirer. C'est-à-dire qu'il a toujours conscience que le pouvoir en place, c'est le pouvoir, et que si jamais il le pousse trop dans ce retranchement, c'est là que le pouvoir va virer de manière extrêmement violente contre lui, contre les revendications sociales. Et je pense qu'il a une conscience de ça, et du coup il va jamais pousser le pouvoir dans ses derniers retranchements, et il va toujours vouloir le respecter dans sa force. Et ça c'est intéressant d'un point de vue à la fois, je pense même pas que c'est une stratégie, c'est plus une posture de non-violence et de non-abus de la force. Et c'est quelque chose qui est très contradictoire avec ce que préconise, au contraire, Machiavel. Donc, d'un côté, on pourrait distinguer des leaders institutionnels qui ont la force de l'État et presque la toute-puissance de l'État avec eux, et du coup qui doivent effectivement suivre les prescriptions de Machiavel et qui sont prêts à transiger avec à peu près tout, avec la morale, avec tout ce qu'on peut imaginer pour faire valoir leur autorité. Et de l'autre, des leaders non pas institutionnels comme ceux que décrit Machiavel, mais des leaders beaucoup plus populaires, issus des revendications populaires, et qui, eux, vont trouver leur force dans le respect de certains principes. Dans le cas de Gandhi, c'est le principe de la non-violence, de la transparence, mais on pourrait imaginer des principes donc fondamentalement moraux que respectent les leaders populaires,
parce que en réalité, ils sont l'expression d'une revendication populaire et d'un mode de pensée populaire. Tous les leaders politiques suivent pas les mêmes prescriptions, et notamment les prescriptions de Machiavel. Alors pour illustrer cette victoire de Gandhi, je vais simplement lire la fin du chapitre qui permet d'exprimer à quel point Gandhi triomphe d'une certaine manière du colonialisme britannique et de l'inégalité qui est mise en place en Afrique du Sud. Gandhi, fidèle à ses principes éthiques, dit au gouvernement qu'il ne profitera pas de la situation et décide de suspendre la campagne. Son ascendant moral est spectaculaire. Les éloges affluent de partout. De Londres, d'Inde et de nombreux blancs d'Afrique du Sud sont impressionnés. Même l'intraitable général Bowers Smuts finit par céder à la pression à la fois interne et externe. Mieux encore, Gandhi réussit à l'émouvoir, à le gagner à sa cause. Il lui offre ses sandales que le général accepte de bon cœur et conservera comme une pièce de musée. Le symbole est puissant. Les taxes vont être abolies, ainsi que la loi sur les mariages, le travail sous contrat va être assoupli. Gandhi peut enfin repartir en Inde. Il sent que les bases sont définitivement établies en Afrique du Sud pour un respect des droits des Indiens. Après sa victoire éclatante en Afrique du Sud, Gandhi choisit assez naturellement de revenir en Inde accompagné de sa famille. Ils vont s'installer dans sa province natale et fonder un nouvel ashram. Chose étonnante, Gandhi choisit d'ouvrir son ashram aux intouchables. Les intouchables, c'est une caste maudite en Inde, auquel personne veut avoir affaire, puisqu'ils sont vraiment le rebut de la société, hein, réellement. Les femmes de l'ashram, les communautés de femmes de Gandhi s'opposent à ça, elles sont contre ça, elles ont un point de vue très conservateur, et elles expriment leur désaccord à Gandhi, et même il y a des donateurs qui avaient permis à Gandhi d'ouvrir son ashram, qui commencent à se retirer pour manifester leur désaccord. Ce qui va sauver Gandhi, c'est qu'il va y avoir un riche donateur qui va aller dans son sens et qui va lui donner les fonds pour ouvrir son ashram et lui permettre d'accueillir les intouchables qui en feront la demande. Ce qui est assez amusant, il y a un paysan qui vient d'une province appelée le Bihar, qui va littéralement suivre Gandhi comme son ombre en lui réclamant que Gandhi vienne défendre d'autres paysans comme lui dans sa province qui sont les victimes des Anglais, parce qu'il y a une surtaxation qui a été mise en œuvre, et particulièrement les planteurs anglais abusent énormément de leur situation de faiblesse. Donc il va suivre Gandhi pour le convaincre, mais ça va être carrément du harcèlement, et Gandhi va finir par accepter de le suivre et d'aller dans le Bihar. Gandhi accepte, va dans le Bihar, constate effectivement les abus des planteurs anglais, il va prendre fait et cause pour ces paysans qui sont vraiment abusés par le pouvoir en place. La première chose que va faire Gandhi, ça va être de mettre en place une enquête publique, qui va essayer de recenser tous les abus des Indiens, des planteurs indiens par les planteurs blancs, qui vont leur demander plus de taxes et plus de droits, alors que les récoltes sont malheureusement, elles, en phase de déclin, et que les planteurs blancs, pour compenser leurs pertes, vont surtaxer les planteurs indiens. Et donc Gandhi va essayer de recenser toutes ces plaintes-là, provenant du coup d'Indiens. Il va être assez vite ciblé par le pouvoir qui va l'emprisonner, mais finalement assez vite relâché aussi, puisque le pouvoir a peur d'une contagion. Au terme de cette collecte de plaintes qui va être réalisée à la fois par des avocats, par des étudiants, par des membres de l'ashram de Gandhi, il va y avoir suffisamment de preuves et d'éléments flagrants pour condamner les planteurs blancs et donner raison aux paysans indiens. Et donc ça va être la première victoire de Gandhi en Inde, mais ça va être une victoire du coup par le droit. La justice, lorsqu'elle donnera raison à Gandhi, va à la fois condamner les planteurs blancs à reverser une partie des droits aux Indiens, et la loi qui a permis les lourdes taxes de pénaliser énormément les agriculteurs indiens va être abrogée. Ça va être une première victoire au cours de laquelle Gandhi
va avoir un premier contact avec la paysannerie indienne et va, en gros, faire monter sa notoriété d'un échelon. Dans le cas d'une grève au cours duquel Gandhi est appelé pour soutenir les grévistes, les ouvriers indiens grévistes, Gandhi, donc ces ouvriers-là menaçaient d'utiliser la violence pour faire triompher leurs revendications, et le patron refusait de céder. Alors pour faire plier à la fois le patron qui refusait de céder aux revendications puisque les salaires étaient vraiment extrêmement faibles, et pour obliger les ouvriers à rester dans la non-violence et à ne pas utiliser la violence, Gandhi va pour la première fois pratiquer la grève de la faim. Ça va être fructueux puisque Gandhi va obtenir à la fois le respect des uns et des autres et va les obliger, enfin va les obliger à arriver à un compromis. Et c'est donc dans ce contexte que progressivement Gandhi va devenir le symbole de la représentation des faibles contre l'oppression, notamment contre l'oppression britannique. Ça va petit à petit s'imposer dans la société, et ça va se renforcer au fur et à mesure que Gandhi remportera des victoires. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, Gandhi n'est pas dans un rapport de confrontation directe et systématique avec les Britanniques à cette époque. Il pense qu'il y a une coexistence qui peut s'établir. Alors, à présent, nous sommes dans le contexte de la Première Guerre mondiale, et étonnamment, Gandhi va soutenir les Britanniques dans l'effort de guerre, et il va participer aux campagnes de recrutement pour la Première Guerre mondiale. Cette position de Gandhi va être assez mal comprise de la part de beaucoup d'Indiens, puisque d'une part, il prône la non-violence, et donc quand on prône la non-violence, beaucoup de gens comprennent assez mal qu'on participe à une guerre, et d'autant plus que cette guerre est réalisée au profit du colonisateur anglais. Donc les gens comprennent d'autant moins bien que c'est une guerre au profit du colonisateur que Gandhi prétend combattre. Et donc ça va créer une légère dissension, une légère rupture entre Gandhi et son opinion et ses soutiens. Là où Gandhi va se sentir relativement trahi, c'est que en temps de guerre, il y a toujours des lois qui vont être plus répressives, des taxes qui vont s'alourdir, et bon, la moindre des choses, c'est qu'une fois que la guerre est terminée, ces taxes sont supprimées. Et là où Gandhi va être vraiment choqué, c'est que au contraire, les Indiens vont pas avoir de droits supplémentaires, mais ces taxes et ces systèmes de répression qui avaient été mis en place dans le cadre de la guerre vont être maintenus. Et du coup, là, à ce moment-là, Gandhi va quand même prendre une certaine distance vis-à-vis du pouvoir britannique. Donc ce maintien des lois répressives, ça va conduire Gandhi à s'y opposer, notamment à travers des campagnes. Pour protester contre cette loi, Gandhi va mettre en place une journée de Hartal. Donc c'est une journée symbolique dans laquelle il y aura d'une part la cessation de l'activité professionnelle, d'autre part la pratique du jeûne et de la prière, et cette manifestation se veut à la base pacifique. Sauf que, bon, ces manifestations vont finalement s'étaler sur plus d'une semaine, et mécaniquement, quand les Anglais vont être face à ces cessations de travail, ça va créer des tensions, et sporadiquement, il y aura des violences qui vont éclater, à la fois de la part des Indiens, comme de la part des Britanniques, puisque Gandhi pilote pas tous les individus. Tous les individus sont pas acquis au principe de non-violence. Il y a quand même des individus qui sont beaucoup plus radicaux et qui sont prêts à utiliser la violence pour faire valoir leurs revendications. Alors, dans le contexte de ces manifestations liées au Hartal, il va y avoir différentes violences sporadiques qui vont éclater en Inde, et l'un des points culminants de ces violences, ça va être au cours d'une manifestation religieuse dans un parc où donc il y a beaucoup d'Indiens. Ces Indiens vont être pris au piège par les forces britanniques, et ce qui va donner lieu littéralement à un massacre, ils vont être abattus par les Anglais, et il va y avoir 379 victimes. À partir de là, Gandhi
va plus avoir aucune confiance vis-à-vis des Britanniques quand il va avoir les terrifiants massacres dont l'armée est capable. Alors pour lutter contre l'Empire britannique, Gandhi va décider de déployer une stratégie ad hoc, c'est-à-dire une stratégie adaptée à la situation et à la domination de l'Empire britannique. Donc je vais vous lire un extrait pour décrire cette stratégie. Le coton indien, à cette époque, est expédié en Angleterre pour être tissé et manufacturé sous la forme de vêtements occidentaux qui sont ensuite exportés en Inde pour angliciser les habitants et vider leur porte-monnaie. Le fait que les Indiens s'approprient leurs matières premières, la file et la tisse à la main pour en faire des vêtements indiens, paraît à Gandhi le meilleur moyen d'en finir avec l'exploitation britannique. Alors pour lutter contre l'oppression de l'Empire britannique, qui est à la fois des influences culturelles et économiques, Gandhi va justement choisir de s'affranchir des codes vestimentaires donc anglais en brûlant les vêtements et en se réappropriant la confection, donc se réappropriant la dimension économique des vêtements. Et ça, c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante dans le sens où elle s'adapte aux moyens de domination. Je suis pas sûr que par exemple aujourd'hui, si on voulait lutter contre l'influence américaine, je suis pas sûr que si on brûlait des jeans pour les fabriquer et fabriquer des pantalons avec je sais pas quel tissu, ce serait pertinent, ce serait puissant, parce que malheureusement le vecteur de l'influence culturelle et l'emprise économique a rien à voir en fait. Aujourd'hui, on parlerait plutôt d'une emprise médiatique, donc s'il fallait se réinventer, ce serait certainement plus sous une forme de médiatique, je pense. Hein. Et bon, ce qu'il faut retenir, en tout cas, sans vouloir trop dériver, c'est que les stratégies de Gandhi s'adaptent au système d'oppression face auquel il se confronte. Alors quand même, ce qu'on peut observer dans cette stratégie, c'est que d'une part, il y a une mise en scène de la stratégie, donc c'est-à-dire que il y a une espèce d'orchestration de ce rejet culturel, et Gandhi, qui a commencé à avoir une influence politique au Congrès indien, donc le Congrès indien, c'est un rassemblement finalement d'Indiens un rassemblement politique d'Indiens de toute l'Inde, hein, et c'est une représentation politique auquel Gandhi participe et dans lequel il a un siège, et il va essayer de diffuser au sein de ce congrès, dans lequel la plupart des gens sont à la mode anglaise, enfin ont des vêtements anglais. Au sein de ce congrès, Gandhi va commencer à diffuser l'habit traditionnel, et même le fait de tisser ses propres habits. Mais bon, les membres du Congrès vont pas tisser leurs vêtements eux-mêmes, mais ils vont malgré tout progressivement reprendre les habits traditionnels. Et ça, c'est une subversion culturelle que va pratiquer Gandhi et qui va être sur le long terme extrêmement puissante pour que l'Inde puisse s'affranchir de l'oppression de l'Empire britannique. Malgré le fait que Gandhi ait voulu que cette campagne de rejet culturel soit fondée sur la non-violence, il va y avoir des violences qui vont éclater de manière sporadique, et à nouveau, il va y avoir un commissariat qui va être incendié et des policiers qui vont être massacrés. Donc c'est donc dans ce contexte que Gandhi décide de suspendre la campagne, et il sera arrêté et condamné à 6 ans de prison. 2 ans après le début de sa peine de prison, Gandhi est victime d'une crise d'appendicite, et là, à ce moment-là, le pouvoir anglais a très peur que Gandhi meure en prison, et à ce moment-là, il deviendrait un martyr, et ce serait des émeutes terribles, donc le pouvoir décide de le libérer le plus tôt possible, et parce qu'il ne veut absolument pas avoir le sang de Gandhi sur les mains. Gandhi fait face au constat qu'il y a des rivalités qui existent entre les 3 grandes religions présentes en Inde, hein, le christianisme, l'hindouisme et la religion musulmane, et pour combattre ces dissensions qui menacent les mouvements indépendantistes, Gandhi va choisir de réaliser un jeûne. Ce jeûne va se prolonger pendant 21 jours, et il va être rompu lorsque
différents notables de ces trois religions viendront prier ensemble pour demander à Gandhi de cesser son jeûne. Alors, en 1924, Gandhi est élu à la tête du Congrès indien. Donc le Congrès, c'est un organe représentatif de l'ensemble des Indiens. Il va commencer ensuite à parcourir l'Inde en essayant, autant qu'il le peut, de rejeter le culte de la personnalité dont il commence à faire l'objet. Il va essayer de promouvoir l'unité entre toutes les religions, qui font l'objet de dissensions, et ces dissensions sont d'autant plus renforcées par le pouvoir britannique. Il va également faire la promotion du tissage à la fois pour concevoir des vêtements traditionnels qui permettront de rejeter ceux des Anglais et ceux issus de la culture anglaise. Et enfin, il va lutter contre les textes religieux hindouistes, notamment sur certains aspects qui lui déplaisent fortement, à savoir l'intouchabilité. La caste des intouchables, c'est quelque chose contre lequel il va vraiment vouloir se battre toute sa vie, puisque il considère quand même fou qu'on désigne des catégories de la population vis-à-vis desquelles on veut surtout pas avoir affaire et qui sont considérés quasiment comme des sous-hommes, puisque ayant été confronté à l'inégalité flagrante en Afrique du Sud, il veut surtout pas que son pays la reproduise. Au terme de cette tournée, Gandhi sera tellement épuisé qu'il va finir par être victime d'une crise cardiaque, une crise cardiaque qui va pas lui être fatale, mais qui va le laisser dans un état de faiblesse considérable. Le pouvoir britannique va décider d'instaurer une nouvelle taxe. Cette nouvelle taxe va être boycottée par Gandhi et les membres du Congrès. Et une commission qui va être mise en place par le pouvoir britannique va être elle également boycottée par Gandhi et les membres du Congrès. Alors pour faire pression sur le gouvernement britannique qui vient d'instaurer une nouvelle taxe sur le sel, Gandhi va décider d'organiser une marche afin d'aller collecter lui-même le sel à un dépôt de sel situé à 400 km au sud de son ashram. Donc pour faire cette collecte, il va recruter certains membres de son ashram et ils vont faire la route pour aller eux-mêmes chercher le sel. Alors sa marche est évidemment orchestrée de manière médiatique. Sur son passage, il est célébré, sur son passage dans les villes et les villages, il est largement célébré, on jette des pétales de fleurs sur son chemin, etc. Donc on voit la puissance charismatique qu'il a réussi à générer autour de lui. Et arrivé là-bas, il fera la déclaration suivante, une phrase célèbre, donc « Je demande la sympathie du monde dans cette bataille du droit contre la force ». Toujours la volonté de se montrer comme, entre guillemets, la revendication des faibles contre la force. Peu de temps après cette orchestration médiatique, il va y avoir de nombreux convois qui vont partir de toute l'Inde pour aller collecter dans des points des dépôts de sel, le sel qui manque aux différentes communautés, aux différentes villes, et ça va être une forme de manifestation et de provocation vis-à-vis du pouvoir de l'Empire britannique. La réaction de Londres, ça va être une réaction assez primaire, donc il va y avoir des arrestations massives dans toutes les classes, de toutes les castes d'Indiens, ils vont être tous arrêtés, quelle que soit leur situation. Même dans certains cas, ça va être des femmes qui vont être arrêtées très violemment, frappées à la poitrine, etc. Donc, une manifestation extrêmement violente du pouvoir britannique contre ces mises en scène ayant une vocation profondément non violente. Et étonnamment, et je pense quasiment malgré lui, Gandhi va mettre en application un des préceptes de Sun Tzu, qui consiste à dire que plutôt que de prendre une ville, c'est-à-dire plutôt que de faire une révolution par la force, il vaut mieux avant gagner les cœurs. Et gagner les cœurs, c'est en fait ce que fait Gandhi en essayant de se présenter comme faible, abusé par l'effort.
Alors après ces diverses manifestations, Londres va vouloir ouvrir des négociations auxquelles vont participer des musulmans séparatistes, des Maharajas, des Parsis, des chrétiens et des intouchables. Et dans cette mise en œuvre, dans cette segmentation des représentations des différentes communautés indiennes, on voit bien de la part de Londres une volonté de diviser au maximum l'opposition selon des catégories. Alors Gandhi, qui avait été emprisonné suite à ces manifestations pour aller collecter lui-même le sel, va être relâché, et le vice-roi, donc c'est le statut d'une personne qui assume une forme d'autorité en Inde, va entamer des négociations directement avec Gandhi. Et il va obtenir de Gandhi le fait de reporter à une beaucoup plus longue échéance, reporter dans l'immédiat les souhaits d'indépendance de l'Inde, en échange de l'abolition des taxes sur le sel. Et malgré l'obtention de ces négociations, de l'obtention de l'abolition de la taxe, Gandhi va être un petit peu perçu négativement des deux côtés, à la fois par Londres parce qu'il va devenir l'interlocuteur inévitable pour les négociations, et c'est quelqu'un d'honnête qu'on peut pas vraiment acheter, donc Londres va le voir d'un mauvais œil. Et puis le Congrès indien va reprocher à Gandhi de pas être allé assez loin dans les négociations. Alors dans cette continuité, Gandhi va aller à Londres pendant 1 mois et demi, puisque les négociations sur l'indépendance de l'Inde vont se dérouler là-bas. Très vite, il va percevoir que ces négociations ne vont nulle part, en fait, c'est simplement un jeu politique des Britanniques pour accentuer les divisions entre les différentes factions religieuses ou les castes qui existent en Inde. Donc Gandhi s'ennuie assez vite dans ces négociations. Par contre, il va profiter de son séjour là-bas pour promouvoir la situation des Indiens et favoriser l'indépendance de l'Inde. Et là où ça va être intéressant, donc il va rencontrer des personnalités comme Charlie Chaplin ou d'autres notables, comme ça, des poètes, etc. Mais surtout, il va apporter son soutien à des ouvrières de Lancashire qui vont être dans une situation de grève et auxquels Gandhi va apporter leur soutien. Et alors que, a priori, le fait que Gandhi manifeste la volonté pour les Indiens de fabriquer eux-mêmes leur tissu, du coup ça nuit aux fabricants de Lancashire, parce que on peut imaginer que leurs biens peuvent pas se vendre en Inde, et du coup ça nuit à leur activité. Et malgré cet état de fait économique, il va très vite rallier les ouvrières de Lancashire à sa cause, et ils vont tout de suite se comprendre, parce qu'en réalité c'est quelqu'un qui est proche du peuple et proche des préoccupations des gens simples, des ouvriers. Donc très vite il va établir un lien, et elles vont le soutenir, et il va prendre des photos avec elles, et ça va être extrêmement intéressant de voir que un leader populaire, en réalité un leader populaire peut pas être contre le peuple, hein. Fondamentalement, un leader populaire, c'est quelqu'un qui va surfer sur une vague de mécontentement populaire. C'est à ça qu'on reconnaît un leader populaire. Gandhi avait certainement était sincère, ça fait aucun doute, mais malgré tout, les leaders populaires ne naissent que quand il y a une revendication populaire. La revendication ne naît pas des leaders. En fait, les leaders se contentent de l'incarner, de la cristalliser, mais les revendications, elles sont tout le temps là, en fait. Le leader populaire se contente de les incarner et de les porter de la manière la plus adaptée face au pouvoir. Lorsque la décision est prise par le gouvernement britannique de mettre en place un scrutin qui sera séparé selon les castes et les religions, Gandhi va entamer un jeûne, à nouveau, et qui va accepter de rompre uniquement quand le représentant des Intouchables et le gouvernement ont retrouvé un terrain d'entente pour éviter le scrutin séparé. Progressivement, l'ambition de Gandhi va de plus en plus s'orienter vers le sort des Intouchables, cette caste indienne qui
qui est considéré en dessous de tout. Lui, il veut réellement se battre contre ça, parce que pour lui, c'est le fléau de la société indienne, et il veut vraiment se battre contre ça. Et ça va créer une petite fracture avec les membres du Congrès lui-même, puisque les membres du Congrès veulent, eux, aller vers plus d'indépendance, vers l'indépendance de l'Inde, et tandis que lui, il veut se battre contre l'intouchabilité. Et il décide de démissionner de son poste au Congrès pour consommer un petit peu cette divergence de point de vue. Donc dans cette période-là de retrait de Gandhi, il va y avoir beaucoup d'affluence dans son ashram, notamment Lanza Del Vasto, qui va fonder la communauté de l'Arche en France, qui diffusera les valeurs de non-violence et créera un ashram. Donc ça, c'est des choses qui participent à la diffusion des idées de Gandhi. Alors c'est aussi à cette période-là que la Ligue musulmane va commencer à négocier son indépendance, mais de manière particulière, c'est-à-dire en faisant valoir la création d'un État indépendant, qui deviendra plus tard le Pakistan, mais là on n'en est qu'à la négociation, uniquement pour les musulmans. En fait, les musulmans commencent à vouloir faire sécession de l'Inde, en fait. Et donc c'est énormément promu par un leader qui s'appelle Muhammad Ali Jinnah, et il sera toujours perçu comme Gandhi comme étant un facteur de division, et c'est une division de l'Inde qui conduira nécessairement à la violence, puisque les musulmans sont pas concentrés à un endroit de l'Inde. En fait, c'est une espèce de symbiose entre les musulmans et les hindous, sur tout le territoire. Donc si on commence à dire qu'on va faire un endroit avec que des musulmans d'un côté et que des hindous de l'autre, ça va créer des tensions, et des tensions intercommunautaires qui vont être effroyables. Et ça, on le verra par la suite. Alors à présent, la Deuxième Guerre mondiale éclate, et Gandhi et les membres du Congrès, dans un premier temps, tendent la main au gouvernement britannique, qui leur fait valoir une fin de non-recevoir, et donc Gandhi et les membres du Congrès entrent dans une perspective de désobéissance civile. Donc cette campagne de désobéissance civile conduira Gandhi et les membres du Congrès en prison. Donc au cours de ces séjours en prison, Gandhi décide d'entamer une grève de la faim. De peur à nouveau que Gandhi meure entre leurs mains, les Britanniques vont préférer le relâcher pour éviter d'avoir en plus un soulèvement populaire à gérer en parallèle de la Seconde Guerre mondiale. Alors finalement, Londres cède, et face aux divers mouvements de résistance civile qui lui coûtent plus d'argent que ce que lui rapporte l'Inde, elle décide de procéder à la négociation de l'indépendance. Donc dans ce cadre, il va y avoir le Congrès indien et la Ligue musulmane qui vont s'affronter. L'un tient à une indépendance unie, et l'autre veut absolument, donc la Ligue musulmane veut la création d'un État indépendant, puisque les musulmans, ayant conscience d'être minoritaires, ont peur d'être soumis au pouvoir des Indiens, des hindous, et donc dans ce cadre-là, ils veulent absolument avoir un État à eux, et une indépendance et une souveraineté nationale à eux. Donc Jinnah, c'est le président de la Ligue musulmane à ce moment-là, commence à menacer d'actions directes, c'est-à-dire des attentats ou des démonstrations de force publiques, si on n'accepte pas la création de cet État indépendant. Et donc progressivement, il va y avoir un cercle vicieux, peur, haine, exaction, ressentiment qui va s'installer, c'est-à-dire que les gens vont plus se faire confiance. Il va y avoir des exactions préventives qui vont être réalisées soit par des hindous, soit par des musulmans, qui vont favoriser des ressentiments, et donc ces ressentiments, un petit peu comme les guerres de religion qu'on a eues nous, ça ressemble beaucoup à ça. Alors à présent, c'est assez intéressant de regarder comment a procédé Gandhi pour ramener le calme intercommunautaire dans une ville, Calcutta. À Calcutta, il y a eu un gouverneur qui a commis des exactions et qui a favorisé des conflits entre les musulmans et les hindous, et il est lui-même musulman, et du coup il a participé à ça. Et donc pour essayer d'apaiser le territoire, Gandhi et lui se mettent dans une maison qui est en ruine, et pour essayer de contraindre la population à revenir le plus possible au calme entre les communautés. Dans ce contexte-là, Gandhi et ce gouverneur vont être agressés
par des extrémistes hindous, et du coup Gandhi va être énormément blessé, et il va décider d'entamer une grève de la faim. Dans cette grève de la faim, ça va conduire les émeutiers qui l'ont agressé à venir lui présenter leurs excuses, faire amende honorable, et étrangement, ces émeutiers vont se convertir à la pensée non violente de Gandhi, et ils vont vouloir expier leurs fautes, et ils vont en quelque sorte cristalliser la chose, et ils vont aller disperser la parole de paix et d'harmonie entre les communautés, véhiculée par Gandhi, et très rapidement, enfin étonnamment, il va y avoir des camions d'armes, qui vont être déposés devant la maison en ruine devant laquelle avait décidé de s'arrêter Gandhi et l'ancien gouverneur, et du coup les gens vont vouloir déposer les armes et rejeter en réalité cette haine intercommunautaire qui est en train d'exploser en Inde, et à partir de là, et depuis ce moment-là, il n'y a jamais eu d'émeutes sanglantes intercommunautaires à Calcutta. Donc on a l'exemple flagrant que la volonté non violente peut aboutir à des choses extraordinaires. À nouveau, Gandhi va essayer de reproduire ce miracle qui était survenu à Calcutta, à Delhi. Il va aller essayer d'apaiser les communautés, il va engager un jeûne, les notables vont venir, les notables des différentes communautés vont venir essayer de le convaincre d'arrêter son jeûne en déposant les armes et en essayant d'apaiser leur communauté respective. Gandhi qui est pressé aussi par les membres du Congrès de reprendre, de rompre son jeûne et de recommencer à manger, va s'exécuter. Le Congrès et Gandhi essayent de persuader les différents mouvements extrémistes de se rallier aux résolutions qui sont prises pour revenir au calme. Alors, lors d'un discours visant à apaiser les tensions, Gandhi échappe de peu à une explosion qui lui était destinée, et quelques jours plus tard, les membres qui ont commis cette explosion, l'un des membres arrive, sort un revolver et abat Gandhi. Voilà pour le résumé de la vie de Gandhi, que je vous recommande vivement, c'est très bien écrit, et puis c'est très court à lire, vraiment, même si vous n'avez pas l'habitude de lire, je pense que c'est largement à votre portée. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant de se replonger dans la peau et dans la vie d'un homme qui l'a dévoué aux autres et au peuple, en fait. Vraiment, c'est très intéressant de faire ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette fiche de lecture, et je vous dis à bientôt.